Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver en ce lieu historique de Toulouse-Montaudran, où est née l'industrie aéronautique de Toulouse, avec la construction en 1917 des usines d'aviation Latécoère. Nous sommes réunis aujourd'hui sous le thème de l'audace. Je souhaiterais donc vous dire quelques mots sur la fondation Latécoère et la dynamique Latécoère Explorer qu'elle a créée en 2017. La fondation Latécoère, fondée en 2002 par ma grand-mère Marie-Vincente Latécoère, est une fondation reconnue d'utilité publique qui vise à entretenir et à promouvoir la mémoire de l'aéronautique et de ses pionniers. En transmettant les valeurs de Pierre-Georges Latécoère, elle œuvre également à inspirer les nouvelles générations à relever les défis de l'avenir. En tant qu'unique arrière-petit-fils de Pierre-Georges Latécoère, comme l'a si bien dit Jean-Baptiste, c'est un honneur pour moi de la diriger depuis 2 ans. À son époque, mon arrière-grand-père a bouleversé la société en rayant les hommes grâce au moyen le plus avancé de l'époque, l'aviation. Tout ceci en dépit des enjeux qui paraissaient insurmontables. Il le déclare dans sa mémorable maxime, si souvent citée, qu'elle en est devenue légendaire. J'ai refait tous les calculs. Il confirme l'opinion des spécialistes. Notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu'une chose à faire, la réaliser. Aujourd'hui, il aurait souhaité transformer le monde en s'attaquant aux défis actuels, à commencer par la protection de notre environnement. Dans cette démarche de transmission des valeurs de Pierre-Georges Latécoère, a été créée la dynamique Latécoère Explorer, menée par Laurence de la Ferrière, ici présente. Latécoère Explorer perpétue, à travers ses 8 membres, l'esprit visionnaire et l'audace qui ont animé les pionniers de l'aéronautique. Cela à travers des conférences inspirantes et des soutiens à des projets dont elle défend les valeurs. Les femmes et les hommes constituant la dynamique Latécoère Explorer ont chacun, à travers des projets exceptionnels, innovants, authentiques et généreux, contribué au développement de l'altruisme dans les domaines scientifiques, écologiques, technologiques et de la solidarité. Nous avons la chance d'avoir avec nous 4 Latécoère Explorers pour cette conférence de presse. L'aventurier et psychiatre Bertrand Piccard, l'éco-explorateur Raphaël Donjean, l'ingénieur spatial Jean-François Clairvoy, qui nous rejoindra plus tard ce soir, la championne de voltige Catherine Mounery et l'alpiniste et exploratrice Laurence de la Ferrière. Je les remercie tous pour leur engagement pour rendre notre monde meilleur. Avant de conclure, je souhaiterais aussi parler d'une personne qui est là parmi nous, c'est le professeur Jean-Marc Mochetta de l'Institut supérieur d'aéronautique et du spatial, donc l'ISAE Supaéro, que nous soutenons avec la Fondation Latécoère et qui est responsable scientifique du projet Drone Mermoz. Le drone Mermoz, qui est un drone à hydrogène et qui a pour but de traverser l'Atlantique Sud sur la route de Mermoz, qui, rappelons-le, a fait la première traversée commerciale française en transportant du courrier le 12 mai 1930. Et donc ce drone qui a pour but de le traverser sans émettre de CO2. Un grand merci à tous pour votre attention et bonne suite à la conférence de presse. Des exemples de ce que ça veut dire être audacieux, chacun dans son domaine. Et on va s'intéresser plus particulièrement, évidemment, au domaine qui nous intéresse ici, celui du transport aérien, et bien évidemment, et on remercie énormément la Fondation Latécoère Pierre Elzéar, qui est mieux placé que les Latécoère Explorers. Alors, une partie qui se retrouve autour de moi est Tous Pioneers, on va dire, parce que Tous Pioneers, ce collectif d'entreprises toulousaines qui s'inscrivent en droite ligne de l'héritage de Pierre-Georges Latécoère et qui finalement partagent avec les Latécoère Explorers cet esprit d'audace. Question, en quoi ce lieu vous inspire, vous, dans vos vies, et puis après on parlera un peu d'audace. Donc peut-être qu'on peut, je vais allumer le micro, commencer par Laurence de la Ferrière. Et non, et non. C'est vraiment l'aéropostale, je crois qu'il est en fonctionnement, c'est bon. Je m'entendrai en ce lieu-là, l'aéropostale, tout ce que l'on connaît autour de cette épopée, pour vous,
Qu'est-ce que ça représente? Quelle est la première fois que vous en avez entendu parler? Qu'est-ce que ça signifie peut-être encore aujourd'hui? La première fois que j'en ai entendu parler, c'est grâce à Marie-Vincente Latécoère. Alors, c'est pas le lieu, enfin si, elle m'a parlé du lieu, mais surtout de l'histoire de Pierre-Georges Latécoère. Et c'est vrai que l'idée de s'engager sur des itinéraires avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, c'est quelque chose pour moi qui fait complètement partie de l'exploration, qui m'a fascinée. Et je me suis dit, et c'est comme ça qu'on a développé cette idée de Latécoère Explorer, en se disant, ben, si certains ont déjà fait quelque chose dans le passé, nous, on est aussi engagés dans un certain nombre de choses. En fait, ce serait fantastique de pouvoir aider des jeunes à poursuivre cet itinéraire à leur manière et en leur apportant ce qu'on pouvait apporter au niveau des conseils, au niveau des contacts, au niveau des images, au niveau de ce qu'on pouvait partager intrinsèquement du fin fond de nos tripes, quelque chose qui pouvait permettre le développement d'un état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit que je retrouve dans ce lieu, et c'est ce qui est pour moi le plus important. Donc Laurence Laferrière, alpiniste, qui a aussi traversé l'Antarctique, des tas de choses que vous avez réalisées dans votre vie. État d'esprit, en fait, bon, c'est bien ça qui nous intéresse, en fait. Cet état d'esprit, alors on l'appelle audacieux, on pourrait peut-être l'appeler autrement aussi, mais cet état d'esprit qui doit irriguer finalement un maximum de personnes, c'est en tout cas notre objectif. Oui, c'est d'aller au-delà du regard des autres, de l'opinion des autres, au-delà de traverser des horizons, d'oser de s'engager en fonction de ce que l'on sait de soi et de ce que l'on ne sait pas pour aller plus loin et apporter une sorte de pierre à l'édifice de la connaissance, à la fois de l'être humain, mais aussi du monde qui nous entoure et de tout ce qui est possible de faire et dont chacun va pouvoir s'approprier un petit morceau pour lui-même aller encore plus loin. Donc en fait, c'est une sorte de chaîne infinie. Et c'est ça, je pense, pour moi, ce que représente la transmission. C'est de pouvoir, d'avoir la chance, le privilège d'avoir osé et d'avoir réussi un certain nombre de choses, échoué aussi, mais d'en tirer des enseignements qui vont permettre à d'autres d'aller encore plus loin. C'est exactement, Laurence Laferrière, il faut vraiment, 6-7 juillet, le mettre en agenda. Bon, on en reparlera. Avec plaisir. Bertrand Piccard, qui quand même, le parrain de l'envoi des pionniers, je pense que c'est bon aussi. Il était là en décembre 2018 quand nous avons ouvert ce lieu, qui fait vivre donc l'histoire de l'aéropostale. Je pense que c'est bon. Ouais. Non, ça marche pas. Non. Merci. Non, je t'écoute. Donc, Bertrand, là, si je dis manteau de rang, qu'est-ce que ça évoque à Bertrand Piccard? La première évocation, c'est quand même le mot Latécoère, avant que ce soit manteau de rang. J'avais 12 ans quand j'ai lu le premier livre racontant les histoires de la ligne, même avant que ce soit l'aéropostale. Et pour moi, c'était extraordinaire. J'avais vu décoller des fusées à Cap Kennedy, les fusées Apollo. Mon grand-père était monté dans la stratosphère, mon père avait plongé dans la fosse des Mariannes. L'exploration, pour moi, c'était quelque chose qui était évident, que tout le monde devait faire. Mais je ne connaissais pas encore l'histoire de l'aviation. Et puis j'ai lu ce livre avec Guillaumet, Mermot, Syntex, Pierre-Georges Latécoère, et j'ai été complètement subjugué, parce que là, c'était plus tellement la technique, c'était l'humain. C'était un courage incroyable, et c'était une fois de plus quelqu'un qui avait bravé les certitudes, qui avait bravé les prédictions, qui avait fait quelque chose que tout le monde considérait impossible. Et c'était pour moi une pierre de plus à l'édifice de ma fascination pour l'exploration. Je me suis dit, mais là aussi, il y a des pionniers, et ça a renforcé mon idée qu'il ne fallait plus jamais que je suive quelqu'un qui me disait que quelque chose était impossible. C'était vraiment la représentation de l'imbécilité humaine de dire que quelque chose est impossible simplement parce qu'on ne sait pas comment le faire. Donc ça a été très très important dans ma vie, ce premier bouquin. Puis bon, Baudran, oui, une fois qu'on a approfondi l'histoire, on sait que c'est Baudran, mais ça je l'ai découvert plus tard, honnêtement. Alors du coup, il y a des choses importantes dans ce qui a été dit là. Forcément, on va y revenir, mais on va juste continuer la filière suisse, si je peux me permettre, avec Raphaël Dangean qui est ici et qui va avoir... Alors on va prendre ce micro comme ça on est sûr, et on va revenir là-dessus. Raphaël Dangean, donc éco-explorateur. C'est la manière dont Pierre Elzéar vous a présenté l'appareil, l'aéropostale. On en parlait un petit peu rapidement, là, comme ça, avant la table ronde. L'aéropostale, la ligne aérienne Latécoère, ça c'est arrivé quand dans votre vie?
et comment et qu'est-ce que ça a évoqué? Alors pour moi, ça arrivait un peu tardivement, mais c'est vrai que j'avais eu la chance de suivre les aventures de l'Aéropostale. Je me rappelle, lorsque j'étais adolescent, d'avoir suivi un film, mais j'étais assez loin. J'ai vraiment pris finalement conscience de ces aventures un peu plus tard, quand je suis parti grimper en Amérique du Sud. Et puis quand vous êtes au Fitzroy, et là, tous les sommets ont des noms, et j'ai essayé de me renseigner, voilà, c'est des noms des pilotes de l'Aéropostale. Et là, vraiment, voilà, j'étais un jeune adulte, et j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là, voilà, de ce qu'avaient réalisé ces pilotes, ces gens incroyables, lorsqu'ils vont, voilà, ils s'écrasent à la Cordillère des Andes, ils doivent rentrer à pied, puis quand vous connaissez un peu l'endroit, vous savez combien c'est compliqué quand vous êtes équipé et préparé, vous vous dites, waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est juste incroyable. Puis finalement, d'être ici aujourd'hui, pour moi, c'est le point de départ ici. Donc c'est finalement un retour un peu au point de départ. J'ai pris l'aventure un peu à l'envers, mais c'est juste incroyable d'être ici, de voir ce que vous avez fait de cet endroit. Je vous félicite parce que je me réjouis vraiment de découvrir. Voilà, ici, c'est le point de départ d'aventures extraordinaires qui ont été jusqu'à des endroits qui me passionnent encore aujourd'hui, qui est la Cordillère des Andes à l'Amérique du Sud. Donc, et ce volet international est très important. Finalement, il y a plusieurs endroits comme ça dans le monde. C'est le cas du Maroc, c'est le cas du Sénégal, en Amérique latine, où il y a des traces encore visibles, encore vivantes. C'est ces noms, c'est ces dénominations qui sont liées à l'Aéropostale et à la ligne aérienne TCOR. Donc ça, c'est exactement ce que tu dis là. On va se retourner juste ici, Catherine. Vous nourrit. Ah, il marche. Et voilà, il est là. Oui, il marche. Catherine Mounoury, alors là, la voltige aérienne, donc tu demandes 22 fois. Je dois dire que l'histoire de l'Aéropostale, elle est dans mon cœur depuis que je suis toute petite, parce que j'ai commencé par aimer l'aviation en lisant, donc ça m'a immédiatement ébloui. Et peut-être que c'était l'occasion de se dire, c'était extraordinaire tout ce que faisaient ces pilotes, effectivement. Mais ils n'auraient rien pu faire, tous ces ingénieurs et tous ces pilotes, s'ils n'avaient pas eu Pierre-Georges Latécoère. C'était lui qui a mis en musique, qui a été capable d'avoir cette espèce de vertu extraordinaire qui fait simplement qu'on accomplit ce qu'on avait décidé de faire, et sans se demander si c'est impossible, parce que ça l'était. Mais donc c'est formidable de l'avoir fait. Et je me dis, la France a eu, maintenant, quand on est jeune enfant, ou quand la France a eu son Elon Musk, c'est la folie qui en fait se découvre raisonnable, parce que, comme tu dis Bertrand, plus jamais il faut écouter quelqu'un qui vous dit que ça n'est pas possible. La possibilité d'avoir un certain anticonformisme, d'être capable d'imaginer, d'être capable de mettre en œuvre et ensuite d'appliquer ce qu'il faut pour que ça fonctionne, tout ce qu'on a pu imaginer. Et ça, c'est quelque chose qui est un exemple extraordinaire, montant de rang formidable, un peu secondaire aussi pour moi, bien sûr que c'est très important, mais ça veut dire que montant de rang est partout dans le cœur de tous les gens qui aiment ça et qui ont envie de continuer à réaliser tout ce qui est impossible pour le défi à venir. Il y a des choses qui donc, sont communes, on parle de lecture, de rien, il y a quand même des points communs. La lecture, finalement, elle irrigue évidemment cette histoire d'Aéropostale, Saint-Exupéry, évidemment, l'aventure humaine, qui est resignalée. Et ici, à l'envolée pionnier, c'est ce qu'on raconte beaucoup. En fait, finalement, on ne parle pas non plus d'un roman technique d'aviation, on parle de comment ces gens-là ont réussi à faire quelque chose qui était difficile et où tout le monde pensait que c'était impossible. Donc, et puis cette dimension aussi d'impossibilité, d'audace, on va y venir tout à l'heure, on est en train de la toucher. Donc Pierre-Georges Latécoère, capitaine d'industrie, qui a réussi quand même des choses incroyables à cette époque-là, une aviation balbutiante, il fallait tout inventer. Bon, l'aviation, elle n'est plus balbutiante aujourd'hui, mais il y a quand même des choses à réinventer. Et donc là, qui prend le relais? Il y a des gens comme les Toulouse Pioneers, ce collectif donc, qui a été créé autour de l'envol des pionniers, dont Jérémy Cossal, fondateur, directeur d'Euraéro, et de 10 représentants. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, être dans les traces de Pierre-Georges Latécoère par rapport aux problèmes, aux enjeux qui ne sont pas les mêmes? Le sujet, tu l'as mentionné, c'est un sujet de l'industrie. À un moment donné, on parle d'impact. On se retrouve dans une situation très particulière à l'heure actuelle où tout le monde parle de réchauffement climatique, énormément de gens en parlent, et il se trouve qu'au quotidien, on se rend compte que peu le font. Juste pour le petit nombre, hein, il y a actuellement 2 projets de certification d'avions électriques en Europe. 2. Donc c'est pas beaucoup. Et donc du coup, et puis dans le contexte actuel dans lequel on est, on raconte que du coup il faut être net zéro en 2050, et puis il y a tout réinventé. Et effectivement, quand on regarde un peu la montagne à gravir, ça fait un petit peu peur. Et quand on regarde un tout petit peu dans le rétro, et qu'on regarde entre autres ce qui s'est passé ici, on peut citer aussi Clément Ader à Muret, avec un des premiers vols motorisés, hein, et on peut citer le premier vol de Concorde, le 380, enfin ici on n'est pas démunis par rapport à ça. Et on se rend compte qu'en fait c'est peut-être pas si taré que ça de ce qu'on a à faire par rapport à ce qu'eux ont fait.
Et je trouve que le plus important aussi à mentionner, c'est la notion d'industrie, parce que l'impact, que ce soit pour les enjeux de décarbonation ou pour ramener le courrier, c'est le nombre de sièges décarbonés qu'on met sur le marché dès que possible, c'est la quantité de courrier qu'on peut acheminer, le nombre d'avions qui restent intègres à la fin de l'année parce qu'il va falloir les réutiliser pour faire la mission l'année d'après, bref. Et ça, on oublie souvent, je pense, de le mentionner, ça mérite de le rappeler, l'industrie, c'est quand même du sang et des larmes. Ça l'est, ça l'était, ça l'est maintenant et ça le sera demain. Et donc la notion de résilience, d'engagement, d'audace, je ne sais pas, elle vient aussi de là parce que après que des gens comme pas mal de gens autour de la table ont ouvert la voie, si personne ne prend le relais derrière de faire l'industrie, ça ne sert à rien en fait. On a envoyé un rêve, on a envoyé le symbole que peut-être que c'était possible, mais si personne n'est capable d'arriver à le prendre et le rendre possible au jour le jour, ça ne sert pas à grand chose. Donc, et pourquoi Toulouse Pioneer, c'est Delair aussi qui sont de très bons amis sur la partie drone, on partage beaucoup de valeurs ensemble, et les autres membres de Toulouse Pioneer, c'était de se dire si Montaudran ici l'envoi des pionniers est en mausolée, on a peut-être perdu la bataille. Si ça reste juste l'ancrage, entre guillemets, l'ancrage de tout ce qui a été fait préalablement, pour pas qu'on oublie qu'il y a quand même des gens qui ont réussi. Non seulement ils ont tenté, mais en plus ils ont réussi, sinon on n'en parlerait pas trop, en tout cas pas pareil. Déjà ça permet de repositionner un peu notre action, nous, Delair et les autres, et de se dire qu'effectivement on est un peu dans cette filiation-là. Et pour terminer, dans l'aéronautique comme dans certains secteurs, l'argent ne peut pas tout faire. On l'a vu dernièrement avec Mitsubishi par exemple, qui a injecté quasiment 10 milliards dans un avion régional qui s'est arrêté. Et pourquoi en général ça s'arrête? Parce qu'il n'y a pas l'expérience. Or, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'expérience par le recul et l'histoire, l'expérience par des gens qui ont fait l'aéronautique de maintenant, parce que si tout le monde vit, ou beaucoup de gens vivent dans le bassin toulousain de l'aéronautique, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait le 320, l'ATR, le TBM 700, et on peut les citer, il y en a beaucoup. Donc à la fois, il y a des gens qui ont tenté, ils ont réussi, ils ont irrigué quelque chose, et nous, en fait, on doit s'inspirer de ça, étant entendu qu'on devrait écrire notre propre partition, et qu'on reste juste des humbles contributeurs à l'industrie. Point. Donc c'est pas n'importe quel lieu, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours Montaudran, oui certes, Toulouse, tout l'écosystème actif, toujours, qui est jalousé d'ailleurs aussi du monde entier, mais nous, des fois on s'en rend pas trop compte, mais Toulouse, tu le dis souvent, hein, c'est un lieu connu, repéré par rapport à l'aéronautique et par rapport à la capacité, les compétences qui sont sur site, qui sont parfois pas suffisamment exploitées et dont il faut être fier dans l'héritage en fait de cette histoire de la TECOER, initiée par Pierre-Jean Latécoère et l'Aéropostale. Donc tu as dit le mot audace, hein. On va peut-être aller sur le mot audace, hein. Parce que bon, si vous avez compris, qu'est-ce qu'on imagine début juillet? On va voir des gens qui vont venir, des familles, il y aura des enfants, des étudiants, il y aura des jeunes adultes, il y aura des vieux adultes. Bon, eh bien, on veut faire passer cette idée d'audace, et cet état d'esprit, comme disait Laurence. Donc, vous qui avez été baignés par ces récits, qui dans vos vies, vous êtes engagés dans des activités audacieuses, il y a un moteur chez vous qui a fonctionné pour vous permettre de faire ça. Comment vous pourriez partager ça avec du public? Que dire, c'est pas évident la question, on est entre nous, on peut y aller. Donc, mais c'est ça finalement le cœur, parce qu'on parle là des défis aéronautiques dont parle Jérémy, mais ça peut être plein d'autres choses. Donc comment on fait pour faire tourner chez les gens cet esprit d'audace? Comment on fait pour l'activer et pour permettre ensuite, grâce à ça, de relever les défis qui nous attendent tous? Donc qui se lance par rapport à cette... Raphaël? Non, là on a un psychiatre, je pense que c'est le mieux placé. Ah mais lui, on va le faire parler à la fin, Ce sera le plus dur parce que tout le monde va parler. Donc il va dire Raphaël. Vas-y, oui, je me suis fait piéger là. Moi je pense qu'il y a deux choses qui me paraissent importantes pour avoir de l'audace. La première chose, le moteur de l'audace, c'est les rêves, c'est de garder son âme d'enfant. Je pense que malheureusement, souvent lorsqu'on devient adulte, je rencontre beaucoup d'adultes qui ont perdu cette âme d'enfant. Et puis c'est la chance que j'ai de partager, d'être membre de la TECOER Explorer, c'est de voir des gens comme Laurence, comme Bertrand, quand je regarde leurs yeux, ils brillent toujours, comme un enfant. Et d'autres d'ailleurs, j'ai eu la chance d'emmener par exemple le prince Albert II de Monaco en avion électrique, puis je lui ai dit, Monseigneur, vous avez fait de l'avion électrique, vous avez fait maintenant du bateau électrique et de la voiture électrique. Il m'a dit, oui Raphaël, j'ai aussi fait du vélo électrique. Mais ça c'est l'état d'esprit, je pense. C'est être capable, même qu'on est un adulte, même qu'on est face à nos responsabilités, c'est de garder son âme d'enfant. Et puis après, il y a une deuxième chose qui est importante, à mon avis, pour être audacieux, il faut se sentir
suffisamment capable de sortir dans une aventure qu'on va échouer. Donc si on garde son rêve d'enfant, et qu'après on se dit, bon, ben, je suis suffisamment sûr de moi, suffisamment ancré, pour que même si j'échoue, ben, je vais assumer aussi finalement cet échec, qui peut être celui finalement d'être un pionnier de l'échec, et puis aussi peut-être de risquer sa vie. Donc je pense que si on est capable d'avoir et garder son rêve d'enfant et ne pas avoir peur d'échouer, ben à ce moment-là tout est possible. Bon, il y a deux choses. Alors c'est ça dur les autres, parce qu'il va falloir trouver des idées, mais je suis sûr que vous avez plein de... C'est pas des astuces, c'est pas des astuces, mais c'est des choses importantes à partager en fait avec ce public. On fait une petite répétition. Catherine, peut-être? Ce que tu dis est tout à fait vrai. Ça me fait penser qu'en fait, l'audace, c'est une forme de vertu qui vous donne l'élan, la force, la dynamique pour réaliser quoi que ce soit, impossible ou pas. Et ce qui me frappe, c'est que c'est forcément de la passion. Donc tu dis, il faut le rêve, mais il faut garder sa passion. Mais en réalité, c'est jamais one shot. Un esprit audacieux, c'est l'affaire d'une vie. Donc les échecs sont avec eux. C'est l'affaire de passion et de patience. En fait, ce sont des mots qui ont la même racine. Et cette passion, elle ne peut pas se réaliser sans un temps long, qui va être d'abord effectivement celui du but, de bien le préciser, de l'anticonformisme, de réussir à penser autrement, de bien définir ce qu'on veut faire, d'accepter les risques qui vont avec, ce qui n'est pas toujours si évident maintenant, d'être capable de les gérer, d'avoir le courage pour ça, mais c'est pas one shot, c'est pas que le courage, c'est pas quelque chose on va réussir, on va louper, mais on va continuer. C'est la patience qui va faire qu'on va accepter l'anticipation, la préparation, les longs temps de mise enfin, t'es bien placé, on est tous placés pour savoir le temps qu'il faut pour réussir quelque chose qu'on s'était mis. Et donc, garder cette espèce de passion, accepter de savoir que ça durera toute la vie. On réussira ou on réussira pas, mais probablement on réussira parce qu'on voulait. Passion, patience, persévérance. Persévérance. Chez nous, chez les aviateurs, c'est quelque chose qu'on a tout le temps avec soi. Et on passe notre vie à se préparer, quelquefois pour jouer en 7 minutes ce qu'on a préparé en 2 ans, si on fait par exemple de la compétition. Mais on est toujours dans cette anticipation, dans le volume. Si vous voyez aussi des gens préparer un vol difficile, ils vont, même au dernier moment, même après toutes ces années, même quand on arrive dans l'entonnoir de la décision, où il n'y a plus que ça à faire, on n'a plus le temps, on a une dernière préparation mentale qui est notre AK à nous, qui dit voilà, je vais faire ça. Et tant mieux si je réussis, et sinon je recommencerai. C'est pas grave. C'est pas grave. Le principal, c'est de garder cette espèce de vertu. Alors, Jérémy? Derrière le sujet audace, il y a aussi la cohérence entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, je pense. Et dans le contexte actuel, je pense que ça prend tout son sens. Et sur la cohérence de dire, ok, on a transformé la société, on doit décarboner. Et du coup, moi je fais quoi en fait? Je fais quoi? Et le sujet qu'on a eu, qui était assez intéressant, sorti Covid, et notamment d'élèves qui sortaient d'école d'ingénieur et qu'on a pour beaucoup embauché chez nous, c'était, ils se disaient, en fait, on a des oiseaux de mauvais augure qui viennent en disant qu'on va tous mourir. Ça, on l'a bien compris. Elle dit, alors qu'est-ce qu'on fout dans une école d'ingénieur? Ça sert à rien en fait, finalement, puisque c'est déjà foutu. Quoi. Et il y a eu un gros travail à faire, et ça a été aussi un effet miroir pour nous, de se dire, mais non, attendez, non, puisqu'il faut transformer, il va falloir faire des choses. Maintenant que tout le monde a compris qu'il y avait un caractère d'urgence, ça c'est plutôt pas mal, et donc maintenant il va falloir se mettre au travail pour le faire. Quoi. Or, il se trouve que ce qu'on a à faire, et je ne parle que de mon petit microcosme de on fait des avions, c'est quelque chose de pas simple. Mais le simple fait déjà d'être en cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait au quotidien et notre métier, et d'appliquer ce qu'on a appris. Un ingénieur, son travail normalement, c'est d'arriver à identifier un problème et le résoudre. Bon, je pense que le problème est plutôt bien identifié. Par contre, la méthode de résolution est un peu moins évidente. Et là aussi, j'insiste, à l'heure actuelle, il n'y a pas assez d'acteurs qui s'y penchent. Donc, l'ingénieur, on arrive à les capter. On a des jeunes extrêmement talentueux qui sont pour le coup extrêmement audacieux parce qu'eux, ils sont en cohérence. Ils se disent, ok, je continue à être en accord avec ce que je pense et ce que je fais. Et c'est pas facile, et ça va être long. Et on n'a pas vraiment la réponse à date de comment ça va se matérialiser.
Mais ce travail-là, je pense qu'il est extrêmement important auprès du grand public notamment, puisque l'aéronautique est très peu, pour pas dire pas habituée à parler au grand public. On sait très bien, les sociétés aéronautiques savent très bien faire du B2B, donc on discute à d'autres sociétés. Par contre, je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore bien compris, notamment les sociétés aéronautiques n'ont pas encore compris l'impact du meeting aérien, par exemple. On voit bien que c'est extrêmement difficile d'arriver à faire comprendre aux constructeurs d'avions, mais les acteurs importants de l'aéronautique, que le meeting aérien, plus que jamais, est le moyen d'arriver à parler au grand public pour expliquer qu'on embauche, on doit embaucher de plus en plus, c'est rémunérateur, ça crée de la valeur, et si on veut décarboner, il faut industrialiser, blablabla. Donc voilà, tout ça pour dire que, du point de vue très pragmatique, je pense que toucher des jeunes à Toulouse, des moins jeunes, en tout cas des gens qui peuvent s'engager, ça sera bénéfique pour tout le monde. Bon, ça sera aussi un des objectifs de ce week-end audacieux. Tous audacieux, ça sera aussi de porter cette parole. On parlait d'ailleurs avec le secrétaire juste avant aussi, Super-Héros, cette problématique, entre guillemets, les ingénieurs qui finalement sont ceux qui vont inventer, qui doivent inventer, bon, qui vont le faire, mais il faut peut-être le répéter parfois aussi. Bon allez, Laurence, de l'Inférière. Alors, je vais rebondir sur les propos de Jérémy et attirer l'attention sur le thème de l'authenticité. Qui suis-je? De quoi ai-je envie? De quelle direction j'ai envie de donner à ma vie? Et d'essayer en fait de s'extraire du regard des autres, peut-être parfois de l'éducation, pour valoriser ces différences et aller là où on ne nous attend pas, mais peu importe si ça nous correspond, oser justement avoir cette audace de s'exprimer tel que l'on est, quelle que soit l'opinion extérieure. Donc ça, pour moi, déjà au départ, ce que j'aimerais partager avec le public, et en particulier des jeunes, c'est l'importance de cette authenticité. Et de cette authenticité peut naître la confiance, donc la confiance en soi, la confiance dans l'environnement, aussi hostile soit-il, et de trouver en fait les clés pour franchir des limites, pour franchir des horizons, qu'on n'aurait pas si on apprenait juste à être ce que l'on attend de soi. Donc, je dirais que pour moi, cette démarche, elle a été parfois douloureuse parce qu'il a fallu que je sacrifie des relations avec des gens, avec ma famille, que j'aille contre des regards, des opinions, etc. Il a fallu que je m'impose, ce qui n'était pas du tout dans mon caractère. Mais en le faisant, j'ai parcouru un chemin qui m'a permis d'atteindre et en particulier, je parlerai pour terminer d'une journée absolument magique quand j'ai traversé l'Antarctique, où j'avais l'impression d'être en contact avec l'environnement, avec l'univers, d'être avec un grand E, tout simplement. Et je me suis dit, en fait, c'est ça la liberté, c'est ce vers quoi je tendais, et c'est suffisant pour moi. Cette connaissance de soi-même, ouais, approfondie, qui va déclencher la capacité à faire ou naître ce qui n'est pas attendu des autres, mais ce qu'on va réussir à faire parce qu'on a touché là. Alors évidemment, là, on va se tourner vers Bertrand Piccard. Là, parce que là, on est en train de toucher à des choses. Non, mais sur cette idée d'audace, même question que les autres. Comment on peut déclencher ça? Alors, qu'est-ce qui n'a pas encore été dit? En fait, si vous remarquez, Pierre-Georges Latécoère a réussi un projet aéronautique parce qu'il n'était pas pilote. Donc, il ne savait pas que c'était impossible. Elon Musk a révolutionné le monde de l'automobile parce qu'il n'était pas fabricant automobile. Il était spécialisé de complètement autre chose. Donc, il n'était pas conditionné par une manière de penser qui lui montrait un cadre dans lequel il devait rester. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très proche parce que quand j'ai lancé le projet de Tour du monde en ballon, je n'étais pas pilote de ballon. Et les spécialistes m'ont expliqué pourquoi c'était impossible. Et quand j'ai lancé SolarInPod, je n'avais même pas de brevet de pilote d'avion. Donc, quand les constructeurs aéronautiques m'ont dit que c'était impossible, on s'est tourné vers un chantier naval. Et j'ai toujours considéré que les gens qui étaient des spécialistes de quelque chose étaient des gens dangereux parce qu'ils manquaient tout le reste. Ils connaissaient extrêmement bien un tout petit quelque chose, mais tout le reste, ils ne le connaissaient pas. Et pour moi, être spécialisé dans quelque chose, c'est dangereux. Alors, comment est-ce qu'on va plus loin que ça? Je pense que l'audace, elle vient d'un certain côté de la frustration. Parce que si on n'est pas frustré par ce qu'on voit,
on n'a pas envie de faire mieux. Si on vit dans un monde de pionniers, où tout le monde est merveilleux, où tout le monde innove, où tout le monde protège l'environnement, on va se dire, mais c'est formidable, je vais faire comme tout le monde, je vais faire ça, ça marche, et ça fait du bien à l'univers. Mais par contre, quand on voit des gens qui polluent, ben la frustration va forcément nous donner envie de faire autre chose, de protéger l'environnement. Quand on voit des gens qui nous disent c'est impossible, on a envie, par frustration, de montrer que c'est possible. Et je pense que cette frustration, elle est super importante parce qu'elle nous donne envie de faire autre chose. Et moi, en plus, j'étais frustré comme adolescent d'être peureux. Je n'ai pas honte de le dire, parce que je me suis bien soigné. Mais je n'osais pas monter dans un arbre. Et je voulais être un grand explorateur comme mon père et mon grand-père, je n'osais pas monter dans un arbre. Donc il y a quand même un moment où la frustration m'a fait dire maintenant, j'ai vu une aile delta voler, je vais voler aussi moi-même. Pour moi, ce n'était pas de l'audace, c'était de la survie. Je me suis dit, pour faire ma vie comme je veux, il faut que je fasse ça. Donc en fait, finalement, l'audace, pour moi, c'est une rupture. L'audace, c'est une rupture par rapport à ce qu'on ne veut pas, par rapport au mainstream, par rapport à ce que tout le monde a toujours fait, ou par rapport à ce que soi-même on a toujours fait. Et de se dire, je me mets en rupture parce que je ne veux plus ça, et par conséquent, je vais faire autrement. Et ensuite, ben, le reste, ça découle de cet élan. Ça peut être de la persévérance, ça peut être de la créativité, c'est forcément le fait qu'on n'a pas peur de rater, parce que sinon, on n'y va pas. Et puis se dire que l'aventure la plus fantastique, c'est essayer de réaliser tout ce qu'on a envie de faire. Et puis chacun, ce sera dans son domaine. Pour quelqu'un, ça va être dans l'économie, un autre, ce sera dans l'aéronautique, pour quelqu'un d'autre, ce sera avec un microscope, dans de la médecine, dans de l'environnement, en créant une famille, en apprenant une langue, en déménageant. Enfin, chacun à son niveau peut vivre son aventure. Et c'est parfois pour certains tout aussi audacieux de quitter leur village qui est mort de faim en Afrique pour traverser la Méditerranée, que pour quelqu'un qui a fait des études brillantes, de faire une publication dans un journal reconnu, et puis d'avoir un prix pour ça. Donc, je crois que ça doit vraiment nous montrer que ce n'est pas une question de niveau, ce n'est pas une question de spectaculaire, c'est une question de sortir d'un ordinaire qui nous étouffe et qu'on a envie de transcender. Bon, du coup, ça, c'est le point de départ, vous l'avez compris, hein, le point de départ de la programmation Envol des pionniers jusqu'au 6-7 juillet. Moi, je vous invite là, tous les 5 à être là, hein, le 6-7 juillet. On en reparlera avec Elsa aussi, et bien évidemment tous les autres, la Técora, etc., pour partager ça avec le plus grand nombre. C'est ce qu'on veut faire en fait, en juillet, ici à l'Envol des pionniers, et pour essayer de faire passer donc ce message-là, persévérance, patience, enfance, connaissance de soi, rupture, et impossibilité, anticonformisme aussi, qui est quand même plusieurs fois revenu. C'est bien parce que nous, ça va nous permettre comme ça aussi de travailler par rapport à la programmation avec toutes ces idées-là. Et voilà, ça va nous alimenter et alimenter toute la suite. Donc, on va conclure ici. Oui, oui, Raphaël, pardon. Donc, Catherine a dit quelque chose, elle a dit que finalement en France, il y avait un Elon Musk. Moi, des fois, je m'interroge plutôt, je me dis plutôt qu'aux États-Unis, il y avait un Pierre Joliat-Écoer. C'est la même chose, j'ai hésité à le dire. Je ne savais pas dans quel sens le prendre, tu vois. C'est valable dans les deux, absolument. C'est vrai, ça, vous savez, donc on a une exposition temporaire, Pierre-Georges Latécoère, l'avenir a des ailes. L'avenir a des ailes. Et en effet, ce rapprochement, au départ, en fait, quand on a travaillé avec Véronique Allard, qui est la responsable du projet d'exposition, a beaucoup c'était la première idée de se dire ce personnage audacieux, entrepreneur, prise de risque et tout ça, c'est vrai, visionnaire, il nous fait penser à, mais bon, c'est une personnalité peut-être encore plus riche et complexe que bon, c'était en tout cas quelque chose qui nous a pas mal inspiré, et puis après dans cette exposition qui est présentée jusqu'à la fin de l'année 2024, ici à l'Envol des pionniers, pour inspirer aussi les jeunes générations. Donc vous voyez derrière moi l'appel à projet qu'on va donc mettre en ligne et diffuser ensuite à tous ces réseaux, qui ne sont pas forcément en effet des réseaux spécialistes d'aéronautique ou non. On va aller très très large pour aller chercher des idées et chercher des activités qui vont pouvoir aller dans le même sens. Donc je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous cet après-midi. Je crois que nous allons nous retrouver demain après-midi. Donc on sera à l'extérieur dans la cour avec du public.
Et on ira peut-être un peu plus loin, mais sur ces bases-là, pour commencer ce partage-là, qu'on poursuivra donc en juillet 2024. Donc, merci à vous 5. Merci à vous, en tout cas, aussi d'être venus aujourd'hui à l'Envolée Pionnier pour ce lancement, ces premières bribes. On va bien s'amuser, on va bien aller profond dans ces notions-là pour faire bouger les choses, puisque finalement, c'est à ça aussi que sert ce genre de lieu. Voilà. Allez, à très bientôt. Au revoir.